La technologie n'a pas toujours été le meilleur ami de l'homme, comme on essaie de nous le faire croire. On nous cache des choses, et je peux le prouver. Mais comment, me direz-vous ? Pour rester évasif et ne pas mettre ma propre vie en danger, je vous dirais simplement que je travaille dans une entreprise spécialisée dans l'administration, l'archivage et la destruction de documents classifiés mandatés par une société bien connue du grand public. Chaque employé qui y travaille, moi y compris, a été passé au crible sur tous les aspects de sa vie. Vérification d'antécédents criminels et médicaux, parti pris politique, relations sociales et j'en passe. De ce fait, je prends un énorme risque en confessant mes trouvailles ici même. Et j'espère qu'en gardant l'anonymat, je ne serai pas retrouvé par mes supérieurs. Quoi qu'il en soit, habituellement, je n'accorde pas d'importance aux documents classifiés qui me sont apportés. Je me contente de les détruire car je ne suis pas habilité à lire leur contenu. Nous utilisons des déchiqueteuses de taille industrielle et le maître mot ici est la cadence. Tout le monde doit travailler rapidement et de manière très lassante et répétitive. Mais un jour, un beau jour, un dossier très étrange m'est parvenu. Vu son apparence, il n'était clairement pas à sa place. C'était un classeur, sans inscription, dans lequel avait été insérée une seule et unique feuille, fabriquée à partir d'un matériau noir et transparent. On aurait dit un objet tout droit sorti d'un film de science-fiction. Cela m'a tellement intrigué que, sur le moment, j'ai été pris d'une forte envie de voir ce qu'il y avait marqué dedans. Alors, profitant du fait que mon chef de service et que tous mes collègues étaient en pause déjeuner, j'ai réussi à dissimuler le classeur sous ma veste et ai feint une pressante envie d'aller aux toilettes pour que le garde de sécurité me laisse sortir du périmètre de confidentialité. Je me suis enfermé dans l'une des cabines, puis j'ai ouvert le dossier. L'unique feuille comportait un message recto verso. Cependant, la date indiquée dessus était bizarre. 2042. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une faute de frappe. Néanmoins, cela semblait extrêmement improbable, voire quasi impossible, car voyez-vous, les gens pour lesquels je travaille ne font jamais d'erreurs et sont surtout réputés mondialement pour leurs recherches dans la biotechnologie et la physique quantique. Il n'est physiquement pas possible que ce document datant de 20 années dans le futur se retrouve ici même, entre mes mains, à moins que les voyages temporels n'existent déjà, mais là c'est une question tellement complexe que je n'aurai pas le temps de la traiter aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus troublant. Les informations et descriptions des événements qui se sont passés 4 ans avant l'édition de ce document, c'est-à-dire 16 ans dans le futur à partir d'aujourd'hui, semblent dépeindre une société dystopique, voire totalement chaotique. Bref, ma pause toilette n'étant pas éternelle, j'ai pris l'initiative de prendre en photo avec mon smartphone le texte marqué sur cette feuille étrange et je me la suis envoyée à moi-même par mail pour en avoir une copie en lieu sûr avant de retourner à mon poste de travail et la détruire, comme le souhaite ma hiérarchie. Maintenant que j'ai quitté les locaux de la société, je peux vous lire le message. Voici ce qu'il y avait écrit. Journal de bord numéro 34, sujet 7, 5 mai 2042. Je me souviens encore de la date de la création de la première micropuce. Elle avait été inventée il y a 25 ans, en 2017, par la société Neuralink, entreprise de haute technologie possédée par le défunt Elon Musk, pionnier dans le domaine de la recherche sur la régénération cellulaire et l'informatique quantique. Les travaux de Neuralink portaient exclusivement sur la création architecturale de micropuces cérébrales ayant pour fonction de permettre à un individu de prendre le contrôle d'un autre être humain à distance, de préférence plus jeune que lui ou simplement en meilleure forme physique. Ces percées biotechnologiques étaient, pour le moins, bouleversante après le fiasco des tests effectués sur des primates courant 2021 ayant conduit malencontreusement à la mort de ces sujets et le déchaînement médiatique conduit par les associations de protection animale. Mais toute avancée majeure a un prix, n'est-ce pas, cher lecteur ? Cela étant dit, au commencement, les puces étaient extrêmement chères et les hôtes humains difficiles à trouver. Ce qui impliquait 2 facteurs. Premièrement, seuls les riches pouvaient se permettre d'expérimenter un transfert de conscience dans un autre corps.
Deuxièmement, la demande de nouveaux hôtes était toujours croissante. De plus en plus de personnes issues des classes sociales inférieures et sans ressources ont vu en cette nouvelle technologie un nouveau moyen de subsistance. Beaucoup d'entre eux se sont portés volontaires pour se voir implanter une puce cérébrale et abandonner leur corps à de riches inconnus contre une compensation financière dérisoire. Malgré leur efficacité, les puces cérébrales permettant le transfert de conscience humaine avaient leurs propres limitations technologiques. D'abord, les transferts ne pouvaient être que temporaires et les utilisateurs, hôtes ou passagers, ressentaient des effets secondaires une fois qu'ils avaient retrouvé l'usage de leur corps d'origine. Enfin, et surtout, si l'hôte mourait pendant le transfert, le passager mourrait également, car sa conscience se retrouvait coincée à l'intérieur du cadavre de l'hôte. Cependant, ce dernier risque n'était pas intrinsèque à cette nouvelle technologie, mais simplement programmé par la société créatrice de la puce cérébrale. Plutôt malin, car cela assurait que les passagers n'abuseraient pas du corps de leur hôte en leur faisant prendre des risques inconsidérés. En très peu de temps, cette nouvelle technologie est devenue accessible au grand public lors de la première année de lancement. La deuxième année, quant à elle, s'est déroulée sans incident, mais un changement crucial a eu un impact dramatique sur l'avenir de Neuralink. Victime de son succès, la demande de puces cérébrales a rapidement augmenté et, pour répondre aux attentes de la clientèle de ce marché grandissant, des concurrents, disons, peu scrupuleux se sont lancés dans la fabrication de contrefaçons de mauvaise qualité. Des pirates informatiques ont reproduit le code et revendaient des copies de puces sur le marché noir. Certains d'entre eux volaient même des puces originales et les revendaient à des prix astronomiques. Neuralink tenta d'endiguer le flux de ce marché parallèle en engageant secrètement des mercenaires chargés de sécuriser ses entrepôts et de traquer les hackers dans ses usines. Mais le mal s'était déjà répandu. L'esclavage moderne et informatisé de l'être humain ne faisait que commencer. Les contrefaçons défectueuses étaient fabriquées avec des matériaux beaucoup moins résistants, aggravant les effets secondaires post-transfert de conscience, jusqu'à les rendre permanents chez l'hôte, dans une grande majorité des cas, rendant la pratique aussi incertaine qu'une partie de roulette russe. Avec en prime, des traumas neurologiques irréversibles qui ne semblaient pas décourager les autres candidats qui, au-delà du danger, voyaient en ces puces une opportunité de sortir de la misère, ou au moins survivre financièrement. Chers lecteurs, l'homme n'est jamais satisfait, c'est bien connu. Les riches passagers cherchant à vivre des expériences de plus en plus intenses à travers le corps des hôtes sont allés à l'encontre de la société Neuralink et sont finalement parvenus à contourner le pare-feu qu'elle avait instauré. En effet, les hackers ont trouvé le moyen de transférer la conscience du passager vers le corps d'origine lorsque l'hôte meurt. Et c'est là que les choses ont pris un tournant terrifiant. Une vague de kidnapping s'est étendue à travers le monde, ciblant principalement des sans-abri, des prostituées et autres rebuts de la société qui se sont vus forcés à devenir des hôtes contre leur gré, pour ensuite être abandonnés dans les rues avec des lésions cérébrales ou simplement décédés. En effet, les riches voulaient goûter à l'expérience ultime. Vous savez laquelle? La mort. Et quoi de mieux que de la ressentir à travers le corps d'un autre sans en subir les conséquences pour soi-même? Cette soif d'adrénaline a amené certains psychopathes à forcer la conscience des autres kidnappés dans le corps d'animaux, dans le but de les sacrifier ou d'en abuser sexuellement. Aucun cadre juridique, aucune mesure gouvernementale pour protéger la population de ce business meurtrier. Le monde a plongé dans le chaos lorsque des attaques terroristes ont été perpétrées à l'aide de puces cérébrales au travers de corps d'hôtes impuissants, spectateurs de leur propre vie qui leur avait été volée. La police ne pouvait qu'abattre les hôtes, mais pas les organisateurs de ces attaques cachées à des milliers de kilomètres des attentats. Nous avons perdu tant de choses. Notre intimité, notre liberté, notre identité, puis enfin, notre humanité.
Ces rêves, ceux de la vie éternelle et de l'unité, ont laissé place à la terreur et à la peur des autres. Quant à moi, je fais partie d'une équipe de recherche scientifique perdue au cœur de l'Antarctique et je suis mandaté par la coalition des États libres. Enfin, avant que celle-ci n'ait été réduite à néant par les terroristes. Notre mission est de réparer nos erreurs, d'empêcher ce dénouement. Si notre projet de générateur de tunnels spatio-temporels aboutit un jour, nous serons en mesure d'alerter la population qui vit dans le passé sur les dangers de cette technologie. Si vous lisez ce message, vous devez, je dis bien vous devez, faire quelque chose. Il n'est pas trop tard. À vous de jouer. Sauvez-vous, vous-même. Donc voilà, c'était ça le message et je crains vraiment pour ma sécurité, donc depuis que j'ai posté ça, je me sens plus vraiment moi-même, je dors moins, je mange moins, je suis pas allé travailler en fait. Même si j'ai envie d'y retourner parce qu'il faut bien que je gagne mon salaire, il faut bien que je mange, mais mon cœur, mon corps ne me le permet pas. Que feriez-vous à ma place? Que feriez-vous si vous aviez le sort de l'humanité entre vos mains, scellé sur une feuille de papier? Que feriez-vous si vous risquiez de mourir en jouant les héros? Je n'en suis pas un. Je l'ai jamais été. Je pense qu'il est plus sage d'effacer cette vidéo. J'ai une famille, vous savez. Peut-être que toute cette histoire n'arrivera jamais et que mes supérieurs me pardonneront d'avoir regardé. Mais on vient de toquer à ma porte. Chut. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, si vous...